Bonjour à tous et bonjour Suzy. Est-ce que pour les quelques personnes qui sont connectées, vous êtes peu nombreux? Moi, je ne vois que 5 connexions. Et vous avez juste possible de vous manifester simplement pour nous dire que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien. Parfait, très bien. Écoutez, merci. Bien, écoutez, nous allons débuter de cette présentation. Donc, pour ma part, je suis Éric Fongaro, je suis responsable du parcours droit privé comparé. Et vous voyez également ma collègue et amie Suzy Bradburn. Suzy, je te laisse dire quelques Oui, mots. Présentation. bonjour à tous. Donc, Suzy Bradburn, donc maître de conférence à l'Université de Bordeaux et je suis responsable donc, du master droit des affaires comparé. Et nous avons décidé de faire cette réunion ensemble puisque nous avons l'habitude de travailler ensemble sur ces deux parcours qui se ressemblent quant à leurs modalités, si ce n'est qu'elles ont des spécialités, qu'ils ont ces parcours, des spécialités différentes. Alors juste, voilà, pour vous présenter un petit peu l'ordre du jour, nous allons commencer par faire une présentation générale des deux masters, donc une présentation combinée de nos deux masters. Ensuite, chacun d'entre nous présentera la maquette de son master 1. On vous fera ensuite une présentation commune de la maquette des master 2. Et on vous parlera un petit peu ensuite de la sélection et des débouchés de ces formations. Alors, je vais peut-être commencer par la présentation générale pour vous dire que ces deux masters sont l'un et l'autre conçus comme étant des masters de recherche. Et la meilleure preuve en est que vous serez appelé dans le cadre du Master 2 notamment, à rédiger un mémoire qui sera un mémoire de recherche. Donc, ce sont des masters recherche et leur particularité, c'est bien sûr d'être essentiellement dédiés au droit comparé, droit privé comparé, droit des affaires, mais surtout, ils ont été conçus de la façon suivante. Le droit comparé n'est envisagé dans les deux masters que comme un plus par rapport à une formation de base en droit privé, droit civil et en droit des affaires. C'est-à-dire que vous avez vraiment un tronc commun dédié au droit privé, au droit des affaires, et il nous est apparu qu'il était important, qu'il était utile dans des formations actuelles en Master 1, Master 2 de droit privé et de droit des affaires, d'adjoindre à ces formations une petite spécialité en droit comparé. Mais, et on insiste bien là-dessus, ce ne sont pas des masters de droit comparé à proprement parler. Leurs intitulés parlent pour eux, ce sont bien des masters de droit privé et de droit des affaires comparées. Le droit comparé étant un plus parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire du droit sans s'ouvrir à l'international. C'est ce qui a présidé à la formation de ces maquettes, de ces deux parcours. La particularité de ces parcours, toujours pour en rester aux généralités, puisqu'ils sont ouverts à l'international, c'est que donc ces parcours se déroulent sur 2 ans et chaque année est assortie d'une période de mobilité à l'étranger, tant en ce qui concerne le Master 1 que le Master 2. En Master 1, le premier semestre se déroule à l'Université de Bordeaux et le second semestre se déroule à l'étranger pendant une période de mobilité où vous allez suivre des enseignements, des cours dans une université étrangère que vous aurez, dans une certaine limite, choisie avec notre aval. Et c'est le bilan de ces 2 semestres, premier semestre en France, second semestre à l'étranger, qui va vous permettre d'obtenir votre Master 1. La première année de master en mobilité est destinée non seulement à ce que vous puissiez suivre les cours à l'étranger, mais également à ce que vous puissiez nouer des contacts à l'étranger, notamment dans un laboratoire de recherche. L'objectif étant qu'en deuxième année de master, vous retourniez dans le même pays à l'étranger, dans la même université, et au fort des liens que vous aurez tissés dans cette université, en première année, vous puissiez en deuxième année rédiger un mémoire de recherche dans le laboratoire de recherche dans lequel vous aurez tissé des liens avec certains professeurs lors de votre première année.
Donc, l'idée, c'est que vous fassiez votre deuxième année dans la même université que celle où vous avez fait votre première année, étant observé qu'en Master 2, l'année universitaire ne se découpe plus en premier et second semestre, même si c'est ce qui ressort de la maquette, puisque vous ne passez pas tout votre second semestre à l'étranger en mobilité en Master 2. Vous allez y passer quelques mois. Là, les étudiants de cette année sont partis ce week-end pour l'essentiel et ils vont rester à l'étranger jusqu'à fin mai ou fin juin selon les situations, mais ils ont déjà commencé, ils ont déjà suivi des enseignements du second semestre à Bordeaux. Donc, le découpage des deux années n'est pas tout à fait le même en première et en deuxième année de master. Première année, vous passez tout le second semestre en mobilité à l'étranger. Master 2, vous passez quelques mois en mobilité à l'étranger, en principe dans la même université que celle dans laquelle vous avez fait votre master. Donc, voilà pour les points forts de ces deux masters. Ce sont des masters recherche. Ce ne sont pas des masters de droit comparé, ce sont des masters de droit privé et de droit des affaires avec une spécialité en droit comparé. Et surtout, leur point fort, c'est le départ en mobilité, tant en première qu'en deuxième année. Suzy, peut-être as-tu des éléments à rajouter sur les généralités? Non, c'est très complet, merci. Bon. Alors, on ne va peut-être pas ouvrir les questions à ce stade-là, même si nous nous contredisons. Peut-être qu'on peut reporter les questions à la fin de notre présentation. Oui. Hein? Alors après, j'allais dire la présentation générale des deux masters combinés, on va passer à une présentation mais assez succincte des maquettes. Je vais vous présenter la maquette du master 1, droit privé comparé. Madame Bradburn, Suzy Bradburn vous présentera la maquette du master 1, droit des affaires comparé. Ensuite, on vous dira quelques mots sur les masters 2. Alors, j'espère que vous avez déjà consulté ces maquettes. Donc là, je ne fais que les reprendre. Donc, en Master 1, droit privé comparé, encore une fois, l'année est très clairement divisée entre un premier semestre et un second semestre, le premier se déroulant nécessairement à l'Université de Bordeaux, le second nécessairement à l'étranger. Alors, dans le cadre du premier semestre à Bordeaux, il y a des matières obligatoires, les régimes matrimoniaux, d'une part, et bien évidemment le droit privé comparé. C'est un cours que je dispense, dans lequel vous seront dispensés déjà les méthodes de la matière. Les deux cours sont des cours ATD, bien sûr. Pour le droit privé comparé, vous seront présentés les méthodes de la matière, les grandes familles de droit, common law, pays de droit musulman et bien sûr pays romano-germanique. Et on fait essentiellement un travail de comparaison au sein des différents pays de droit romano-germanique. À ces enseignements obligatoires en régime matrimonial en droit privé comparé sont assortis d'autres enseignements qui sont obligatoires mais qui ne participent pas des compétences fondamentales. Ce sont des compétences complémentaires, mais elles sont néanmoins obligatoires, avec un cours de droit international privé général et également un cours de droit bancaire. Et par la suite, vous avez des unités d'enseignement qui sont optionnelles. Vous avez le choix entre droit pénal spécial, droit européen des droits de l'homme et droit spécial des sociétés. Et là, vous avez une matière à choisir parmi les trois que je viens d'énoncer. Voilà pour le gros des enseignements au premier semestre. Quant au second semestre, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il se déroule en mobilité. Donc là, vous suivez des enseignements dans une université étrangère. On aura l'occasion de parler tout à l'heure de la mobilité. Mais pour l'heure, je laisse Suzy Bradburn vous présenter le Master 1 de droit des affaires comparé. Oui, merci Eric. Alors pour le Master 1, droit des affaires comparé, donc vous l'avez compris, le format est le même. Vous suivez les cours à la faculté de droit de Bordeaux au premier semestre et vous partez donc en mobilité à l'étranger au second semestre. Alors s'agissant du premier semestre à la faculté de droit de Bordeaux, deux matières obligatoires qui sont assorties donc de travaux dirigés.
que sont donc le droit privé comparé, le même cours que pour les autres étudiants en droit privé comparé, et un second cours obligatoire avec les travaux dirigés qui est le droit spécial des sociétés. À ces deux matières fondamentales s'ajoutent deux cours obligatoires que sont le droit fiscal des affaires que j'assure et le droit bancaire. Et enfin, vous devez choisir entre deux matières optionnelles, donc choisir une matière parmi le droit international privé général et le droit du commerce international. Donc ces matières sont optionnelles, vous devez choisir l'une des deux. Voilà pour le premier semestre. J'en profite pour expliquer donc le second semestre commun au Master 1 droit privé comparé et droit des affaires comparé. Donc comme cela vous a été expliqué, vous partez au second semestre dans une université à l'étranger. Alors quelles sont ces universités? Ce sont les universités partenaires de l'université de Bordeaux. Vous avez sur Internet, sur le site du bureau mobilité à l'étranger, la liste des universités partenaires. Il peut s'agir d'universités dans l'Union européenne comme des universités en dehors de l'Union européenne. Pour les universités dans l'Union européenne, vous partez dans le cadre d'une convention Erasmus, donc c'est un échange, on va dire, classique Erasmus. Et dans le cadre d'une mobilité internationale, dans ce cas-là, il y a une convention qui est signée entre votre université d'accueil et l'université de Bordeaux. Pour ce qui est des cours que vous choisissez, vous devez remplir un contrat, ce qu'on appelle un contrat pédagogique, et donc choisir les matières que vous allez suivre à l'étranger. Et ce contrat pédagogique doit être validé par nous, donc par les responsables de votre formation. Le but étant qu'on s'assure que vous choisissez bien des matières qui sont en lien avec le parcours dans lequel vous êtes inscrit, c'est-à-dire des matières de droit civil et de droit civil comparé si possible, si vous relevez donc du parcours droit privé comparé, et des matières donc de droit des affaires si vous relevez du parcours droit des affaires comparé. Donc on a un œil, si vous voulez, sur votre contrat pédagogique pour s'assurer qu'à la fin de l'année, vous validez bien des cours qui sont en lien avec votre formation. Voilà pour la première année de master. On peut peut-être passer à la master 2, sauf si tu as des choses à ajouter, Eric. Non, non, je n'ai rien à ajouter. Alors, pour les Master 2, bon, là encore, hein, vous reviendrez sur la maquette. Vous verrez qu'il y a des enseignements qui sont des fondamentaux qui sont obligatoires, des enseignements qui sont des approfondissements qui sont également obligatoires. Ce sur quoi nous tenons à attirer votre attention, c'est qu'en Master 2 existe un enseignement qui est entièrement dédié au droit comparé, lequel enseignement se réalise sous forme de séminaire. Et en l'occurrence, on a dégagé plusieurs séminaires. Vous le verrez, il existe un séminaire sur les théories et les méthodologies de la comparaison, un séminaire sur les droits et libertés fondamentaux comparés et un séminaire sur procès, procédure, litige dans une perspective comparative. Ces séminaires se déroulent non plus sous la forme de cours magistraux, ils se déroulent sous la forme d'exposés que vous réalisez. Donc, des sujets vous sont proposés à l'avance et par groupe de 2, 3, vous présentez vos exposés qui donnent lieu à une notation. Et au-delà de cela, l'ensemble de ces séminaires donne lieu à une épreuve qui est un grand oral qui se déroule devant deux personnes. C'est ça, hein, Suzy, c'est 2 ou 3? Non, 3. 2 ou 3, ça dépend. 2 ou 3. Ouais. Donc, 2 ou 3 enseignants spécialisés en droit comparé. Et ce grand oral porte bien sûr sur des thèmes, des sujets qui ont été abordés pendant les séminaires. Donc ça, c'est un point clé, un point important dans l'enseignement du droit comparé au stade du Master 2. Vous avez toute cette série de séminaires qui donnent lieu à ce grand oral.
Et ensuite, au-delà de vos cours, au-delà des séminaires, vous avez une nouvelle période de mobilité qui se déroule à l'étranger selon les modalités que j'ai précisées tout à l'heure. Suzy, je te laisse compléter. Oui, alors c'est surtout pour conclure et mettre l'accent sur les points importants. Donc, que vous releviez du droit privé comparé ou du droit des affaires comparées, ce qu'il faut bien assimiler, c'est que l'année de Master 1 est une année assez classique, comme vous connaissez en licence. Vous êtes en cours en amphithéâtre et vous avez des cours ATD, donc vous suivez également des travaux dirigés. La particularité, vous l'avez compris, c'est que vous ne faites que le premier semestre à Bordeaux et vous faites le second semestre à l'étranger. Le Master 2 est complètement différent puisque vous ne vous retrouvez plus en amphithéâtre, vous êtes beaucoup moins nombreux en cours, ce sont vraiment des cours d'approfondissement, de spécialisation et notamment de spécialisation donc en droit comparé avec les séminaires qui vous ont été présentés. Et cette année de Master 2, comme cela a été dit, ne se découpe pas vraiment en 2 semestres. Vous avez vraiment une première période de cours de septembre à mi-mars à peu près, et de mi-mars à la fin de l'année, vous êtes donc à l'étranger pour rédiger votre mémoire. Alors, où à l'étranger, ça a été dit, dans l'université, dans le laboratoire de recherche, avec qui vous aurez tissé des liens lors de votre première année de master. Voilà pour le déroulé des 2 années donc de ce parcours, de ces parcours droit privé comparé et droit des affaires comparé. Peut-être qu'on peut voir s'il y a des questions avant de passer au thème suivant. Est-ce que vous avez des questions sur le déroulé de ces 2 années? Non, bah, ça veut dire qu'on a été plutôt clair. Très bien. Alors, on peut passer à un autre point qu'on voulait aborder avec vous et qui vous intéresse particulièrement, ce sont les critères de sélection, donc pour intégrer ces masters. Donc, pour les 2 masters, les critères sont a priori, sont les mêmes, on va dire, les critères généraux, à savoir le dossier académique, donc vos résultats académiques de votre licence, donc première année de licence, deuxième année de licence et votre premier semestre de licence 3, puisque nous n'aurons pas accès encore à vos résultats du semestre 6, donc de votre second semestre de licence 3. Donc, votre dossier académique. Alors, une précision sur ce dossier académique. Vous avez tous des parcours académiques et des parcours de vie différents. On n'attend pas, on va dire, un seuil de moyenne générale à dépasser, hein. On fait une étude fine de vos dossiers. Les accidents arrivent et voilà, il ne faut pas vous bloquer si vous avez eu un semestre un peu moins bon, une note, un accident lors d'un examen terminal. Voilà, on regarde vraiment en détail vos résultats de chaque semestre depuis votre première année. Deuxième critère, c'est votre niveau de langue, puisque comme vous l'avez compris, on propose donc plusieurs temps de mobilité à l'étranger. Donc, il faut bien évidemment un certain niveau de langue qui doit être certifié par une certification, qui doit être justifié par une certification qu'on vous demande dans votre dossier. Alors, bien évidemment, la certification que vous allez présenter va dépendre de votre choix de mobilité, à savoir si vous voulez partir dans un pays où on parle anglais, allemand, italien ou espagnol. Bien évidemment, la certification doit correspondre. Ce qui implique que vous devez absolument réfléchir en amont à la destination dans laquelle vous souhaiteriez partir. Alors, réfléchir, ça veut dire consulter les partenariats de l'Université de Bordeaux et nous proposer évidemment un projet faisable, réaliste en fonction des partenariats de l'Université de Bordeaux. Troisième critère, et c'est la transition par rapport à ce que je disais, c'est votre projet professionnel à l'issue de votre Master 2. Il faut vraiment nous présenter, j'y viendrai, ça va se faire dans la lettre de motivation, quel est votre projet,
votre choix de destination à l'étranger. Pourquoi ce choix? Pourquoi vous candidaterez en Angleterre, en Espagne, en Italie ou en Allemagne? Pourquoi ces destinations et le lien avec votre projet professionnel. Sachant qu'il sera bien évidemment apprécié une certaine appétence pour la recherche, puisque, comme cela vous l'a déjà été dit, c'est un master a priori destiné à la recherche. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire réaliser un mémoire de recherche, mais c'est aussi que ça ouvre des portes à un éventuel doctorat. On y reviendra après. Donc, 3 critères que sont votre dossier académique, votre niveau de langue et votre projet professionnel. Pour juger de ces critères, on vous demande un CV, une lettre de motivation et vos relevés de notes. S'agissant du CV, juste quelques conseils. Il faut des CV extrêmement lisibles, clairs. Mettez en avant évidemment votre parcours académique, votre parcours professionnel. Et quand je dis parcours professionnel, ça ne veut pas dire que des stages. C'est vraiment tout ce que vous avez fait. Si vous avez travaillé chaque été, si vous avez travaillé pendant vos études, peu importe le travail, mettez-le en avant. Votre niveau de langue, si vous avez aussi ou si vous participez à des événements culturels, associatifs, etc., mettez-le bien en avant. Petite remarque, vous devez également mettre une photo et cette photo doit être professionnelle. D'accord? Il faut qu'elle vous ressemble, mais qu'elle soit évidemment professionnelle. S'agissant de la lettre de motivation, alors évitez toute lettre de motivation standardisée. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de lettres de motivation standard que l'on reçoit et qui n'apportent finalement rien au dossier. Nous, à travers la lettre de motivation, on veut vous connaître, comprendre pourquoi vous candidatez dans ce master et pas dans un autre, connaître votre projet professionnel à l'issue du master 2. Donc, il faut vraiment expliquer qui vous êtes et pourquoi vous candidatez, sachant qu'une lettre de motivation doit être faite sur une seule page. Le relevé de notes, après, bon là, vous nous téléchargez tout simplement le relevé qui vous a été donné par votre université. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, Eric, à préciser sur la sélection? Non, si ce n'est à souligner que la sélection n'est pas le garant d'un passage automatique du Master 1 au Master 2. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelle sélection entre le Master 1 et le Master 2. En revanche, il faut faire attention à une chose. Le passage en Master 2 est quand même conditionné par la validation des 2 semestres de première année de master, le semestre 1 qui se déroule en France, le semestre 2 qui se déroule à l'étranger. Étant observé que dans la mesure où le semestre 2 se déroule à l'étranger, il n'y a pas nécessairement de compensation entre le semestre 2 et le semestre 1, ce qui veut dire que pour obtenir votre master 1, il faut valider les 2 semestres au cours de la même année. Si vous ne validez pas votre semestre 1, ça vous obligera à redoubler celui-ci, quand bien même vous valideriez votre semestre 2 avec d'excellentes notes à l'étranger. Et inversement, et je précise que le redoublement n'est pas acquis. C'est-à-dire que pour pouvoir redoubler, il vous faut l'autorisation du responsable de parcours. Donc, l'année de Master 1 est quand même très importante et il ne faut pas, on va dire, baisser les bras ou baisser en motivation une fois qu'on est sélectionné. Voilà. Bon, notre sélection est draconienne, donc en général, on n'a pas de mauvaises surprises. Mais bon, voilà, il faut que vous ayez cette information en tête dès à présent. 2 autres informations, ça m'y fait penser. Première information, la capacité d'accueil de ces parcours est de 10 étudiants. Donc, effectivement, la sélection est assez draconienne. Pardon, 10 étudiants par parcours. Hein. Voilà, donc 10 étudiants en droit privé comparé, 10 étudiants en droit des affaires comparé.
Voilà. Et deuxième élément que je voulais porter à votre connaissance, qui m'échappe, bien évidemment. C'est de ma faute, c'est parce que je t'ai interrompu. C'est pas grave. La capacité d'accueil. Oui, et alors, la sélection se fait uniquement sur dossier. Il n'y aura pas d'entretien. Donc, cela va de soi que il faut absolument que vous travaillez bien votre dossier et que votre dossier, voilà, que vous y passez un peu de temps pour nous présenter un bon dossier, que ce soit sur la forme que le fond. Voilà pour les critères de sélection. Est-ce que vous avez des questions concernant cette sélection? Non? Alors, avant de répondre aux quelques questions qui nous parviennent, on va d'abord vous parler des débouchés. Éric, tu veux prendre la parole? Oui, alors les débouchés. Bon, première observation, on vous l'a dit et redit, ces masters sont d'abord des masters recherche. Donc à partir de là, l'un des débouchés, et ça ce n'est pas ouvert à toutes les formations dispensées par la faculté de droit de Bordeaux, mais l'un des débouchés de ces masters, c'est la poursuite des études vers une thèse, vers l'obtention d'un doctorat et l'objectif, quand on s'engage dans cette voie, c'est de poursuivre pour rester à l'université en qualité d'enseignant-chercheur. Donc ça, c'est l'un des premiers débouchés. Alors, que l'on s'entende bien, on ne vous garantit pas, loin de là, lorsque vous inscrivez, lorsque vous êtes sélectionné, que vous pourrez faire une thèse et on vous garantit encore moins que vous obteniez ensuite un poste à l'université. Mais le fait d'intégrer ce type de parcours, qui sont des parcours recherche, vous donne accès au doctorat, à la thèse et éventuellement une carrière d'enseignant-chercheur. Mais encore une fois, bien évidemment, tels qu'ils sont conçus, ces parcours ne sont pas à proprement parler des parcours de droit comparé, mais des parcours dans lesquels le droit comparé est un plus. Donc, la formation de base reste bien une formation de droit privé et de droit des affaires, ce qui signifie que ces deux parcours vous ouvrent en grand les portes, et peut-être encore plus en ayant l'atout du droit comparé, vous ouvrent en grand les portes des professions classiques que sont les professions d'avocat, de magistrat ou de juriste en entreprise, pourquoi pas. Donc, finalement, l'intérêt de ces parcours, c'est qu'ils vous ouvrent absolument toutes les portes qui peuvent être ouvertes par n'importe quelle mention, par n'importe quel parcours. Mais en plus, ces parcours vous donnent une ouverture à l'international qui est bien évidemment un apport, un atout considérable dans votre CV lors de futures recherches d'emploi. Très bien. Voilà ce que je pouvais dire sur les débouchés. Est-ce que vous avez des questions concernant les débouchés? Non? Alors, Étant, une autre... non, Oui, non, j'allais dire, étant observé que quand on est étudiant en droit, les débouchés sont quand même considérables. On est sur des filières qui ouvrent des portes dans beaucoup de domaines. Dans des domaines juridiques, mais même dans des domaines non juridiques. Voilà, quand on sort diplômé d'un master d'art en droit, on est sûr de trouver du travail et d'en trouver assez rapidement. tout à fait. Alors, s'il n'y a pas de questions concernant les débouchés, une question nous est parvenue concernant les frais d'inscription dans l'université d'accueil. Alors, on nous demande précisément, pour les accords bilatéraux, faut-il payer les frais d'inscription de l'université d'accueil ou est-ce comme le programme Erasmus et nous n'avons qu'à payer les frais universitaires de Bordeaux? Alors, il me semble, sauf erreur de ma part, que vous n'avez pas à payer les frais de l'université, les frais d'inscription de l'université d'accueil à l'étranger. Voilà, je parle sous. Il faudrait contrôler ça avec le bureau de mobilité. Mais a priori, non, vous n'avez que les frais universitaires de Bordeaux à payer. J'en suis quasiment sûre, puisque. Bon, bref, j'en suis quasiment sûre, mais voilà, il faudrait vérifier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Germain. Germain. Oui, bonjour.
Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui, Oui. très bien. Super, merci. Je me permets de vous poser quelques petites questions. Déjà, au niveau de la motivation, j'avoue que la recherche m'intéresse et je serais content d'en faire en master. Mais pour le reste, je m'oriente vers quelque chose de plus pratique avec de l'avocature, etc. Donc, au niveau de la motivation du projet, est-ce qu'on peut aussi se baser sur l'aspect pratique du master qu'on retrouve? J'ai vu qu'il y avait un rapport de stage en mobilité qui pouvait être effectué à la place du mémoire de recherche. Donc, est-ce qu'on peut jouer là-dessus aussi et pas uniquement sur l'aspect recherche? Alors, effectivement, dans la maquette de Master 2, il est écrit, parce que je pense que vous avez les anciennes maquettes, qui ne sont pas encore à jour pour l'année prochaine. Il était noté jusqu'à présent rapport de mémoire, un rapport de stage ou mémoire de recherche, je crois que c'est ça. Nous avons modifié cette ligne puisque ça induisait effectivement en erreur. Pour être complètement clair, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire Ok. que vous faites uniquement un mémoire de recherche. La flexibilité qu'on a, c'est que si vous ne trouvez pas de centre de recherche ou de laboratoire dans l'université pour une raison quelconque, on peut partir sur un stage à l'étranger, donc dans un cabinet d'avocat, une entreprise, etc. Mais le rendu sera le même que pour les autres, c'est-à-dire que vous allez quand même devoir faire un mémoire de recherche, mais ce qui est intéressant puisque vous allez pouvoir choisir un sujet en lien avec votre stage et apporter voilà, votre expérience du stage dans votre mémoire. Mais dans tous les cas, vous devrez tous réaliser un mémoire de recherche. Ok, Voilà. super. Après, pour Je- rebondir sur ce que vous avez dit, euh, le fait que vous ayez une appétence pour la recherche et que vous ne destinez pas une carrière universitaire n'est absolument pas discriminant à la sélection. Nous, évidemment, on est tout à fait conscient que ce master, comme il a été dit, ouvre à d'autres perspectives que la carrière universitaire, que le doctorat. Donc, soyez plutôt honnête dans vos lettres de motivation quant à votre projet, même si c'est un projet d'intégrer voilà, une profession autre que l'enseignement, autre que la recherche. Ce n'est absolument pas éliminatoire, j'ai envie de dire. Super, merci. Je vous en prie. Et est-ce que je peux vous poser du coup une petite question, j'en avais une seconde. Au niveau de l'étude des langues, donc j'ai vu qu'elles étaient présentes dans les plaquettes, là encore en option. Est-ce que c'est dans la continuité de la pratique des langues qu'on a à l'université en licence? Ou est-ce qu'étant donné qu'on est dans du comparé avec des mobilités, on est sur un enseignement différent, peut-être sans être plus intensif, mais plus accompagné? Parce que personnellement, c'est vrai que le distanciel de la faculté m'a plus réellement fait progresser en langue depuis la fin du lycée. Et je vois des langues comme l'allemand ou autre, si jamais je voulais demander une mobilité, il n'y aurait pas de réelle progression avec l'enseignement distanciel qui est habituellement donné en licence, globalement avec Moodle et autres. Donc, est-ce que c'est un nouveau Alors, format? Est-ce que c'est des là, j'ai petits une TD question. d'anglais? Ouais, je suis pas très clair, Non, excusez-moi. non, non, j'ai une question, je suis assez surprise. Vous avez fait vos cours de langue à distance, en licence? Non, mais vous savez, en licence, c'est assez hybride, c'est-à-dire que vous avez une partie de TD anglais, mais vous avez une grosse partie sur Moodle avec de l'auto-formation et des choses comme ça. Et c'est vrai que je l'ai suivi une année, mais personnellement, enfin, j'ai plus progressé en anglais à la faculté, donc j'ai arrêté les langues en fac. Et donc je voulais savoir si j'ai retrouvé quelque chose qui nous pousse plus à évoluer en langue en master, étant donné que là on est sur du comparé et qu'il y a une nécessité de maîtriser les langues, ou est-ce qu'on reste sur le même format qu'en licence? je vais, Alors, oui, vas-y, Eric. je vais vous faire une réponse en demi-teinte. Ouais. Euh, il n'y a, je ne connais pas les modalités d'enseignement des langues dans le détail en Master 1, Master 2 de droit comparé. Donc, est-ce que c'est en distanciel majoritairement? Est-ce qu'on vous verse des documents sur les plateformes? Ça, je ne peux pas vous le dire. C'est à la discrétion de l'enseignement. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que il n'y a pas un enseignement spécifique au droit privé, au droit des affaires comparé.
C'est-à-dire que ces enseignements ne sont pas là pour vous dispenser, pour vous faire acquérir un vocabulaire spécifique au droit comparé. Ce ne sont pas des enseignements qui vont porter sur de l'anglais, de l'allemand, de l'italien appliqués au droit comparé. Voilà ce que je veux dire. Ouais. Donc, on peut très bien récupérer un niveau potentiellement qu'on avait un petit peu laissé de côté et c'est l'occasion de se remettre en selle avant de passer une certification pour partir en mobilité. Alors, la certification est à obtenir en amont. En amont, oui, oui, bien sûr. Mais je veux dire, si jamais parce que donc on doit avoir la certification, par exemple, je dis n'importe quoi, je veux partir à Munich en échange. Je dois vous apporter ma certification d'allemand dès ma proposition dès ma Oui. candidature actuelle. Ok, Oui. d'accord. Très bien. Voilà, ce qui fait que Alors, finalement, les cours de langue, alors, il n'y a pas de groupe particulier, hein, pour être très clair, il n'y a pas de groupe particulier en langue pour ces parcours droit comparé. Donc, vous êtes avec les autres étudiants de la Ouais, avec faculté. tout le monde. Donc, c'est la continuité des cours de licence. D'accord? Cela étant dit, votre niveau de langue va être jugé lors de la sélection et la certification doit être apportée dans votre dossier de candidature. Et nous, pour être très clair, on exige au minimum un niveau B2. Ouais, ouais, pas de souci. Voilà. C'était juste qu'en anglais, ça va, mais je m'étais dit que ça pouvait être sympa d'aller dans d'autres pays. Et je sais que mon oui. allemand est un petit peu vieillissant, on va dire. Donc, ça pouvait être bien de pouvoir récupérer avant de postuler pour de l'Allemagne. Mais du coup, c'était à faire en amont. Ok. Voilà, là, c'est un peu tard, je pense. C'est ça. Enfin, ça dépend de votre niveau en allemand actuellement. Ouais, si vous pouvez rehausser votre niveau en allemand et obtenir une certification B2 au moment des sélections, bon, évidemment, les sélections vont ouvrir très prochainement. Ce serait quand même une bonne chose. De façon générale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous nos étudiants sont quasiment bilingues avec l'anglais. Ouais. Et donc, il est plus facile pour nous de vous trouver des destinations dans des pays autres que des pays de common law, dès lors que vous êtes attiré par ces pays et que vous maîtrisez la langue de ces pays. Donc, si vous êtes germanophone, ce sera peut-être plus facile pour nous de vous trouver des masters. Alors, ce n'est pas nous qui vous les trouvons, hein, de vous trouver des universités, ce n'est pas nous qui vous les trouvons, mais disons qu'on a moins d'arbitrage à faire entre les différents étudiants. Si Ouais. tout le monde veut partir en Angleterre, on a des arbitrages à faire entre les différentes universités anglaises. Alors qu'en Allemagne, en général, ou en Italie, ou en Espagne, on arrive à respecter les premiers choix des étudiants quant à leur mobilité. D'accord. J'en profite pour rebondir sur ce que tu dis, Eric, parce que parfois, il y a des étudiants déçus quand ils arrivent. Vous allez nous présenter des choix de destination. Premier choix, deuxième choix, troisième choix, en fonction de plusieurs critères, votre langue, après votre intérêt pour le pays, hein, tout simplement, et aussi par rapport au fameux contrat pédagogique dont on vous a parlé. Mais ce qui arrive en septembre, c'est que d'autres étudiants auront peut-être choisi la même destination, la même université que vous. Sauf qu'on ne peut pas envoyer tous les étudiants dans la même université. Donc, effectivement, il arrive qu'en septembre, on doit faire des arbitrages et il arrive que vous n'ayez pas votre premier choix. Alors, cela étant dit, je nuance mon propos parce que c'est extrêmement rare. Je crois qu'en 3 années, ça arrivait une fois où l'étudiante avait eu son deuxième choix et pas son premier choix. Donc, vous voyez, c'est quand même à la marge. Mais voilà, on ne vous garantit pas d'aller dans la destination que vous demandez en premier choix, puisque ça dépend des accords avec les universités d'accueil et le nombre de demandes tout simplement. Et en fait, on a une commission, si vous voulez, en septembre avec tous les responsables de parcours et le service mobilité à l'étranger. Et finalement, on place les étudiants en fonction de leur choix. Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres questions, Monsieur Germain?
Non du tout, c'était juste par rapport aux langues. Mais merci pour vos réponses en tout cas. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clôturer cette réunion de présentation qui sera accessible dans quelques jours sur le site de la faculté, me semble. Donc, vous pourrez la visionner à nouveau en replay, comme on dit, sur le site. Merci à vous et à bientôt. Merci de votre attention. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir.